Alors effectivement, il y a les problèmes de sécurité qui, notamment si on parle d'Haïti en ce moment, il y a les couvre-feux, etc., qui maintiennent les gens un peu, peut-être parfois un peu loin des populations, mais ça n'empêche pas que très souvent, moi on me raconte des missions exploratoires et où il y a pas de filet, il y a quand même encore un esprit d'aventure, et je pense que le monde des ONG est encore un espace où on peut vivre un peu l'aventure, même si l'aventure, ça peut se vivre avec un portable aussi, voilà. Et je pense que ça dépend. Il faut faire attention, ça dépend pas forcément même des étiquettes de chaque organisation, mais ça dépend des chefs sur place, des chefs de mission. Tu prends une ONG comme Action contre la faim, le même terrain, changement de chef de mission, changement de méthode de travail. Et ça, c'est très très souvent le cas. Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer aussi ce qu'on entend très souvent à Résonance Humanitaire, c'est des conflits d'équipe, c'est-à-dire des gens qui envisagent l'humanitaire d'une certaine manière, ils se retrouvent avec un responsable qui envisage l'humanitaire d'une autre manière. Voilà. Laurent ? Oui. Non, juste pour rebondir sur ce point, je crois que c'est un point absolument essentiel. Dans une étude qui avait été faite au CICR sur les raisons pour lesquelles les gens quittaient l'institution ou se trouvaient en situation de burn-out à un moment donné, on était à 60% de motivation liée à un conflit avec la hiérarchie. Donc il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas les accidents de voiture et ce n'est pas forcément les tirs des talibans. C'est souvent des conflits internes au sein d'une équipe, et c'est la raison pour laquelle également nous avons maintenant développé et nous recrutons aussi des gens sur la base de critères qui sont autres que strictement formation. Ce que j'appelais soft skills tout à l'heure, mais c'est la capacité de travailler en équipe, c'est la capacité de résister au stress, c'est la capacité de travailler sous pression, c'est la capacité de s'exprimer, etc. Et aussi d'appliquer un certain nombre de principes managériaux que nous voulons maintenant de plus en plus systématiser à tous les niveaux et selon des mêmes critères sur l'ensemble de l'institution pour avoir quelque chose de plus, on va dire, de plus fixe et en tout cas sur lesquels les gens peuvent plus s'appuyer, tant pour le critiquer que pour le mettre en œuvre. Ce que je remarque, c'est une chose, c'est que plus l'organisation est grosse, plus il y a des procédures et des garde-fous. C'est le cas au CICR, Médecins sans frontières, je suis adhérent de Médecins sans frontières, on est partenaire avec Médecins sans frontières, donc je suis ce qui se passe, il y a aussi des garde-fous. Et donc ce qui se passe, c'est que quand les organisations sont un peu plus petites, eh ben, c'est un peu plus le coup de poker. On ne sait pas sur qui on va tomber, quelle équipe, etc. Mais c'est vrai que les procédures peuvent être, et au CICR il y a vraiment des procédures, ça peut être un garde-fou, et ça nivelle peut-être les comportements, mais en tout cas, ça évite parfois des dérapages, etc. Voilà. Et en revanche, dans les petites ONG, c'est un coup ça marche, un coup ça marche pas, et c'est lié aux hommes qui sont sur place. Donc c'est un peu plus l'aventure parfois. Et je sais pas, là, il y a un adhérent que je suis en train de... Julien, peut-être que tu pourrais témoigner. Tu as travaillé en tant que chef de mission en ONG, et tu as quand même un parcours de plusieurs années. Bonsoir, Julien Pechman, moi je suis adhérent chez Ressources Humanitaires, Résonance Humanitaire, pardon. Moi en fait je voudrais rebondir sur un point qui a été évoqué juste avant, le turnover qui était associé à un moment donné au salaire. Je pense qu'on est un peu loin des paramètres en fait, ou des facteurs qui font qu'on est tenté d'aller vers une autre ONG ou un autre type d'organisation. Je pense qu'il y a la question du parcours, du plan de carrière et du développement professionnel en fait, qui est une grosse question. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, dans l'humanitaire, en tout cas celui que je connais à travers d'autres témoignages dans les ONG en France, je trouve que ce qui s'appelle le développement professionnel, en fait, il est un peu mis de côté, ce qui peut être un frein à notre envie de poursuivre dans cette direction. Et ce qui peut en amener certains, justement, à aller vers des organisations, des ONG, type ONG anglo-saxonne, qui à la fois donc, rémunèrent mieux et offrent des plans de carrière un peu différents. Le parallèle que j'ai envie de faire là, c'est sur le personnel national. On retrouve à peu près la même chose, je crois, aujourd'hui, au niveau du personnel national dans le recrutement. C'est-à-dire que les organisations qui offrent les meilleures conditions de travail ou les meilleures conditions salariales à leurs expatriés sont en général celles qui offrent les meilleures conditions aussi de travail, ou bien les meilleures conditions salariales au personnel national. Ce qui fait que là, à nouveau,
les employés nationaux les plus expérimentés ou les plus qualifiés vont aller tout naturellement, vont avoir à peu près le même parcours en fait, que les expatriés aujourd'hui en France. C'est-à-dire, on va commencer dans une petite ONG, et on va chercher à gravir des échelons. Gravir des échelons, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire arriver dans une agence des Nations Unies. Les employés nationaux, le personnel national, a à peu près ce même plan de carrière aujourd'hui. Ce qui pose des problèmes, finalement, je pense que les problèmes de recrutement sont au niveau des ONG vis-à-vis de leurs expatriés, mais ce n'est pas tout. On retrouve exactement les mêmes problèmes de recrutement quand on arrive sur le terrain. Et concernant le retour, je ne sais pas, peut-être on peut l'évoquer. On va en venir dans un instant sur le retour, mais vous avez raison de souligner ce plan de carrière de la petite ONG jusqu'aux Nations Unies. Mais en même temps, j'ai le sentiment aujourd'hui que les ONG qui constituent un peu ce corpus de l'humanitaire qu'on évoque dans cette rencontre de ce soir, MSF, ACF, Handicap International, etc., ces ONG-là ont bien pris conscience, je crois, de la nécessité d'offrir à leurs volontaires non seulement des conditions professionnelles, mais des parcours de carrière. Je crois que c'est une prise de conscience qui s'est faite. Vous vouliez réagir aussi, Marc-Antoine? Oui, moi je trouvais, enfin, au regard de tous les débats qu'on peut avoir, finalement j'aurais une lecture assez weberienne de l'organisation humanitaire. Enfin, on mentionnait aussi tout à l'heure les problèmes de tuilage, quand un chef de mission vient en relayer un autre et qu'il n'a pas forcément transmission du savoir, ou même la même stratégie d'action dans le pays concerné. Finalement, je trouve qu'on retrouve des tensions, enfin, pour ce qui concerne les ressources humaines, qu'on retrouve dans d'autres types d'organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Et là-dessus, je ne suis pas sûr que l'humanitaire soit si singulier que ça. Ça ne veut pas dire pour autant que ça soit un métier. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais on le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise à but lucratif, etc. Alors, moi, ce que je vois comme type de tension, il y a des tensions récurrentes entre le terrain et le siège, qui en même temps sont complémentaires, hein, mais ça c'est très fort, ça je le vois ressurgir régulièrement. Quoi qu'il en soit par ailleurs, des tensions personnelles qui existent dans toute organisation, hein. Des tensions entre les volontaires et les salariés, justement sur cette question de l'engagement, des tensions entre les employés locaux et les expatriés, et puis aussi ce que je vois souvent apparaître, ressurgir, c'est des tensions entre les différents départements d'une organisation humanitaire, notamment les responsables de la communication ou des finances par rapport aux opérationnels. Ça, on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé, mais il peut y avoir des injonctions un peu contradictoires, qui peuvent mener d'ailleurs jusqu'à la démission de volontaires qui sont sur le terrain, ou de salariés d'ailleurs, et qui finissent par trouver que la stratégie d'action de l'organisation humanitaire est trop dictée par des considérations économiques ou des soucis de visibilité qui n'ont plus rien à voir avec une logique de réponse à des besoins exprimés par les victimes. Et ça, vraiment, ces différents niveaux de tension, moi, je les vois, mais à la fois dans l'entreprise, c'est ça qui est étonnant, hein, si vous voulez, dans les organisations intergouvernementales, vous y rajoutez aussi une petite pincée de différentes nationalités, et vraiment, vous retrouvez un peu tous ces niveaux de tension. C'est pour ça que moi, je propose un peu une lecture weberienne de l'organisation humanitaire. Voilà. Très bien pour la lecture. Alors, la RSE a été évoquée par vous, d'ailleurs. Oui. Est-ce que, Laurent, est-ce que la RSE ça doit s'appliquer effectivement au monde de l'humanitaire? La responsabilité sociale des entreprises. C'est vrai que... Corporate social responsibility. Non, mais bon, évidemment qu'il y a une responsabilité qui est inhérente au CICR. Enfin, je veux dire, parce que on met nos collaborateurs dans des situations qui sont parfois un peu compliquées, et je crois que nous essayons, mais de nouveau c'est une question de moyens et de taille critique, nous essayons dans la mesure de nos capacités de soutenir tous ceux qui à un moment donné sont passés par des périodes plus difficiles. Maintenant, non, nous n'estimons pas avoir à fournir une carrière sur la durée à des gens qu'on a engagés un beau matin. Ça, c'est une notion qui, si elle est assez fortement implantée en France avec la CDI et ce genre de choses, en droit suisse, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a je pense là une beaucoup plus grande flexibilité sur ce genre de changement de job, d'affectation, etc.